Bonjour, bienvenue au Soir Santé. Aujourd'hui, nous parlerons des accidents domestiques qui ont tendance à augmenter durant ce mois de Ramadan. Personne n'est épargné, mais les jeunes enfants restent malheureusement les premières victimes. C'est d'ailleurs une angoisse chez tous les parents, car ça peut arriver aux parents les plus vigilants malgré les précautions. Chutes, brûlures cutanées, blessures, inhalation de produits dangereux, autant d'accidents qui se multiplient durant cette période, dont les séquelles sont malheureusement à vie parfois. Quels réflexes devrions-nous adopter et avoir pour nous prévenir de tous les dangers potentiels chez nous? Quelle conduite à tenir, surtout en cas d'accident? Pour nous donner les bons conseils, nous avons avec nous le docteur Lazazi Atik Assia, médecin épidémiologiste au niveau de l'INSP, chargé du programme national des accidents domestiques chez l'enfant. Docteur Lazazi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous, merci de m'avoir invité pour cette séance pour la prévention des accidents domestiques avec Saha. Merci à vous de trouver le temps. Docteur, finalement, on n'est pas à l'abri chez nous. Finalement, il faut savoir que les accidents domestiques, c'est un réel problème de santé publique. Les accidents domestiques se produisent tout au long de l'année, mais malheureusement, le nombre de cas d'accidents, on a tendance à être augmenté pendant ce mois de Ramadan. Il faut savoir que pourquoi les accidents domestiques augmentent pour ce mois de Ramadan, parce que finalement, notre rythme de vie change au cours de ce mois. Et donc, on a tendance à faire beaucoup de choses et à négliger certaines précautions, On est préoccupé par le repas. Exactement. Donc, finalement, on ne prend pas beaucoup de précautions pour éviter pour identifier le risque potentiel. Et donc, à un moment d'inattention, et malheureusement, l'accident survient. Et donc, tout le monde peut être victime d'un accident domestique, mais la population la plus fragile, finalement, c'est les enfants de 0 à 15 ans. Cette population, c'est une responsabilité parentale, et donc la maman et le papa ont la responsabilité de protéger l'enfant. Donc l'enfant, par rapport à son caractère, il a le droit d'être actif, il a le droit de toucher, de voir, d'explorer la maison. C'est à nous de lui donner un environnement sain pour qu'il ne subisse pas un accident. Et donc, au moment du mois de Ramadan, c'est une spécificité algérienne et tous les musulmans, c'est-à-dire faites ce mois, donc c'est un mois sacré de prière, de solidarité, de jeûne. Et malheureusement, donc on est occupé par faire beaucoup de choses. Donc il y a une accélération à la fois, mais donc on oublie qu'il y a une population fragile à la maison. Et donc l'accident survient à des heures bien précises, et donc pratiquement vers les coups de 17h avant l'iftar. Donc la maman, elle est occupée à préparer le repas de l'iftar, et donc elle oublie de surveiller l'enfant. Peut-être aller rassurer aussi. Exactement. Malheureusement, la surveillance, surtout au niveau de la population algérienne, on a tendance à voir que la maman, c'est une responsabilité de la maman. Et donc, il faut... Le papa. Exactement. Des fois, on trouve des papas qui vraiment laissent la responsabilité totale à la maman. Et donc, la maman ne peut pas tout faire, ne peut pas tout gérer. Et donc, un moment d'inattention et l'accident survient et l'enfant sera victime. Mais cet enfant, s'il est victime d'un accident, c'est un drame pour toute la famille. Et donc, il faut travailler ensemble, il faut sécuriser la maison, il faut partager les tâches pour sécuriser l'enfant et lui donner la chance de faire Ramadan et de faire autre chose, et c'est-à-dire éviter l'accident. Donc en premier, on doit sensibiliser les papas pour toute participer. Toute la famille, la maman et le papa, ils doivent Si la maman est dans la cuisine, le papa doit prendre son rôle. C'est une responsabilité partagée. Le papa et la maman ont la responsabilité de garder ou de donner un environnement sain pour cet enfant qui est en quête. C'est-à-dire c'est normal qu'il bouge, et il bouge dans toute la maison. On pense qu'il est en train de jouer, donc on le laisse. Exactement. Mais cette période de préparation du repas, elle est charnière. Exactement. La cuisine, c'est une bombe à accident pendant le mois de Ramadan. C'est le premier endroit. Exactement. C'est l'endroit le plus fréquent. C'est-à-dire l'accident pendant le mois de Ramadan, c'est pratiquement... Il faut savoir, je voulais juste insister sur un point, que pendant toute l'année, il y a les chutes, les blessures, les brûlures cutanées, c'est les accidents qui occupent la première position parmi les types d'accidents. Mais pendant Ramadan, il y a c'est-à-dire les brûlures passent en première position. Pourquoi? Parce qu'il y a la préparation des repas de Ramadan. Oui. Et donc, pourquoi? Parce que toutes les ustensiles
de la cuisine, tous les électroménagers sont allumés. Donc il y a 4 feux, on allume 4 feux. Et il y a aussi une spécificité algérienne, c'est la fameuse tabouna. Oui, tout à fait. Exactement, la tabouna. Donc les 4 feux, les 5 feux ne suffisent pas. Et donc on rajoute la tabouna. Et c'est une bombe. C'est une bombe à accident. Donc l'enfant, il tourne autour. La maman, elle est en train de préparer tout et elle oublie que l'enfant circule dans la maison. C'est pratiquement un triangle de mort pour l'enfant. Et pratiquement 90%, si ce n'est pas plus, des accidents surviennent dans la cuisine. Malheureusement, donc si l'enfant se brûle pendant le mois de Ramadan par des produits chauds, l'huile, la cuisson à l'huile, c'est une brûlure très très dangereuse, très très grave. Et l'enfant va se retrouver au niveau de l'hôpital débrûlé pour prendre en charge cette lésion qui est malheureusement, elle a des conséquences graves et la prise en charge, elle est compliquée et les séquelles, il va les garder pendant toute sa vie. Malheureusement. Malheureusement, oui. On a une estimation du nombre d'accidents? Alors, il faut savoir que le système de surveillance des accidents domestiques, c'est un programme national. Et donc, toute personne ou tout enfant qui consulte, c'est-à-dire qui est victime d'un accident domestique, il va consulter au niveau des structures de santé. Et donc, malheureusement, les effectifs ou le chiffre qui arrive, c'est-à-dire qui est recueilli par l'INSP, ce n'est pas un chiffre réel, il ne reflète pas la réalité parce qu'il y a beaucoup de cas qui échappent au système de surveillance. Donc, nous avons notifié pendant l'année 2024 plus de 400 000 accidents sur tout le territoire national. Durant toute l'année? Durant toute l'année, exactement. Mais il faut savoir que ce chiffre, c'est une sous-estimation des nombres total des accidents qui se produisent au niveau, c'est-à-dire sur le territoire national. Mais ça ne nous empêche pas de faire ou de décrire la situation épidémiologique et d'étudier des caractéristiques épidémiologiques. Et donc, les chutes, les brûlures et les blessures cutanées occupent la première position. Il ne faut pas oublier que l'ingestion de produits caustiques et toxiques, aussi, c'est des accidents qui surviennent parmi les accidents, c'est-à-dire ils sont notifiés. Ils sont fréquents aussi. Ils sont fréquents. Certes, c'est des fréquences basses par rapport au type que j'ai déjà cité, mais c'est des accidents qui ont des séquelles très, 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 très importantes et l'enfant peut perdre la vie. Et donc, j'insiste sur un autre point, c'est que ces produits n'ont pas leur place dans la maison, surtout lorsqu'on a un enfant en bas âge. Oui. Et donc, certes, la maman algérienne ou la femme algérienne en général, on aime faire le ménage, on aime avoir une maison propre, mais ça, il ne faut pas mettre en danger aussi l'enfant. Donc, il faut pratiquement, si on est obligé d'utiliser ces produits, il faut les mettre en dehors de la portée des enfants, dans un endroit haut, dans des étagères, et ne pas les mettre dans un endroit accessible à l'enfant. Donc, éviter de les mettre sous le levier, éviter de les mettre dans la salle de bain ou au niveau du balcon, éviter de transvaser ces produits dans les bouteilles d'eau. Exactement, parce qu'on a tendance à transvaser, à diluer et tout, et on oublie. Et c'est comme ça que l'accident survient. Et l'enfant, c'est une petite personne, c'est-à-dire il n'est pas conscient, c'est-à-dire même des fois, même les adultes, ils peuvent avoir des accidents par ces produits qui sont dangereux. Point essentiel, donc par rapport à ce type d'accident, ingestion de produits caustiques ou toxiques, on a la période pré-Ramadan et on a la période fin de Ramadan. C'est là où on fait le grand ménage. Exactement. Avant Ramadan, c'est le ménage, c'est la préparation de l'arrivée de Ramadan. Donc on a tendance à tout nettoyer. Donc nettoyer bien, donc ça veut dire utiliser des produits de qualité et tout. Donc on achète beaucoup de produits qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et donc on met en danger notre population, c'est-à-dire une population fragile, les enfants. Donc c'est bien d'utiliser ces produits. Mais si on a un enfant en bas âge, je me prive, je n'achète pas ce produit. J'utilise des produits bio, le savon Marseille, le bicarbonate, je ne sais pas. Donc, on peut avoir une maison propre sans utiliser ces produits et donc sans mettre en danger un petit enfant, surtout lorsqu'on a un enfant en bas âge dans la maison. Et donc, je profite de cette occasion. Donc, on va faire le jeûne pendant Ramadan. La dernière semaine de Ramadan, on veut aussi avoir une maison propre pour l'Aïd. Oui.
Donc, il faut diminuer l'utilisation des produits dangereux pour le nettoyage. Non seulement ils sont néfastes pour la santé de manière générale, mais ils sont Même pour nous les adultes. et même pour nous les adultes. Donc, et en plus, notre population fragile, c'est notre responsabilité, c'est les enfants. Et donc, il faut quand même les garder en sécurité. Il y a une tranche d'âge précise. Donc, pratiquement, les enfants, toutes les tranches d'âge sont susceptibles d'avoir un accident, mais les enfants de 0,4 ans est la tranche d'âge la plus, c'est-à-dire la plus touchée par les accidents domestiques. Exactement, n'ont pas encore acquis la notion. J'insiste sur le point, il faut associer l'enfant pour identifier les risques domestiques. Lui expliquer les dangers potentiels, l'intégrer dans la sensibilisation et dans la prévention. Il n'y a aucune autre manière pour prévenir les accidents. C'est la sensibilisation, c'est l'éducation de l'enfant sur le risque potentiel au niveau de la maison. C'est comme ça qu'on peut casser la courbe de ces accidents. Il n'y a pas un autre moyen. Quelles sont les séquelles qu'on enregistre actuellement chez les enfants? Alors, toutes les séquelles sont possibles, toutes les séquelles. Il y a l'amputation, il y a pratiquement des lésions au niveau du visage, au niveau du corps, il y a tout. Toutes les séquelles sont n'importe quel accident, il a une conséquence. La conséquence, si elle n'est pas minime, si elle n'est pas gérée par une petite hospitalisation, l'enfant va la garder. Sur le plan physique, mais il ne faut pas oublier sur le plan psychologique. Oui. Donc plus tard, il va grandir, il va affronter la société. Et donc, peut-être c'est un enfant qui va échapper à la scolarisation, il va avoir des troubles mentaux, des troubles psychologiques. Donc, il faut quand même avoir un sens de la responsabilité et protéger cette population fragile. Les parents sous-estiment ces risques? Eh bien, il faut savoir que pratiquement toute la population sous-estime le risque d'accident domestique. Mais les parents sont pratiquement le noyau de la famille parce qu'ils sont responsables de cet enfant. Ils sous-estiment le risque. C'est-à-dire, il y a un autre point, on ne donne pas la responsabilité à un autre enfant pour garder un autre enfant, c'est-à-dire un petit enfant encore. Donc, il faut la responsabilité, le père et la maman, ne pas responsabiliser le grand frère ou la grande sœur pour surveiller l'enfant. Oui. Et donc, le risque, il est grand. Il faut savoir que cet accident, pratiquement 90% de ces accidents sont évitables. Donc, ce n'est pas des accidents qu'on ne peut pas éviter. Si on maîtrise la maison, si on identifie les risques potentiels, si on prend le temps de cerner cet enfant, on peut éviter. Justement, quels sont ces risques? Des petites mesures. Oui. Quels sont ces risques potentiels que les parents doivent identifier? Et donc, il faut créer un environnement sain. Il faut, c'est-à-dire faire le tour de notre maison. Il faut identifier les risques potentiels dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, dans le salon. Et un autre point, créer un espace dédié au jeu de l'enfant. Il ne faut pas interdire à l'enfant de rentrer dans plusieurs chambres ou de rentrer dans la cuisine. Et donc, il faut l'interdire à s'occuper. Donc, c'est vrai, il faut le sensibiliser. Il y a un risque là, il y a un risque là. Tu peux jouer dans cet espace, créer un espace de jeu ou un espace sécurisé pour l'enfant. C'est la meilleure solution pour protéger ce petit enfant. On peut le laisser dans une chambre donc, de jeu tout seul ou avec un frère ou une soeur? Donc, avec une surveillance parentale. Même si les enfants jouent ensemble, il faut quand même une surveillance parentale. Il faut identifier, cacher les prises. Donc, il faut identifier les cache-prises, voilà, la fenêtre. Il ne faut pas mettre les meubles, les balcons. Il ne faut pas mettre des meubles sous la fenêtre parce que l'enfant, il a tendance à grimper sur cette table ou sur cette chaise et il va quand même, il veut explorer, c'est-à-dire le monde extérieur. Donc, les tables, le meuble. Dans les chambres, il y a un autre point, c'est que les lits superposés sont un réel risque de chute. Donc, on a tendance à économiser l'espace et donc on crée un lit superposé, mais ce lit superposé, c'est un risque. Jouer avec ça. Exactement. Donc, à l'Institut national de la santé publique, on a voulu identifier, c'est-à-dire puisque les chutes au cours de l'année sont les accidents les plus fréquents, on a voulu identifier quels sont les facteurs déterminants de cette chute. Donc, on a fait une petite étude au niveau de la ville d'Alger et ben, on a trouvé que pratiquement toutes les chutes qui surviennent, c'est des chutes liées au mobilier utilisé dans la maison. Exactement. Donc,
on choisit un mauvais immobilier, on met c'est-à-dire les tables, les chaises au niveau de la fenêtre, on encombre la chambre, Oui, et un donc manque d'espace aussi. tout ça, on crée on crée l'accident. On n'est pas là, c'est-à-dire on fait tout, On favorise. on fait tout pour créer l'accident. Et donc si l'accident survient, on ne peut pas faire marche arrière, c'est tout à fait normal. Et l'enfant, même si on pleure, même si on a, c'est-à-dire, on regrette de faire ça, mais finalement l'accident il est là, et l'enfant il est victime de cet accident, il va garder la séquelle pendant toute sa vie. Donc, on a les traumas crâniens, on a les chutes par la fenêtre, on a le glissement, donc même le sol de la maison. Les glissements. Et il faut bien choisir le sol de la maison. Et donc, on a tendance à choisir des sols brillants, super classe, super à tendance, mais malheureusement, tout ça, c'est des facteurs de risque pour faire un accident au niveau de la maison. Et donc, vous voyez quand même que finalement, les accidents, c'est des accidents évitables. C'est nous, les adultes, qu'on ne fait pas attention on crée un environnement susceptible de créer un accident. Quels sont les gestes? Est-ce que les gestes du premier secours donc sont nécessaires aujourd'hui pour tous les parents? Alors, ou alors il ne faut pas intervenir et appeler les secours? Et donc, selon le type de l'accident, chaque type d'accident, il a quand même un certain nombre de gestes à faire et à ne pas faire. Et donc, première des choses, si pratiquement l'enfant est victime d'une chute, il faut, la première des choses, sécuriser l'enfant, appeler les secours. Si l'enfant est conscient, donc on attend. Si l'enfant n'est pas conscient, il faut appeler la protection civile, il faut quand même sécuriser l'enfant. Si l'enfant est victime d'une brûlure, il y a des gestes à faire, il y a des gestes à ne pas faire. Il faut refroidir la lésion. Il faut, avec de l'eau du robinet, uniquement de l'eau, la tomate, la dentifrice. Non, ni tomate, ni dentifrice, ni café, ni... exactement, tous ces produits aggravent la lésion. Ni de l'iosine, comme on dit l'iosine, c'est-à-dire c'est doigt l'ahmar. Donc, on ne met pas ces produits. On refroidit la lésion pendant au minimum 20 minutes. La distance entre le robinet et la lésion, c'est 15 cm pour une durée de quand même 20 minutes avec l'eau du robinet. Et donc, on protège la lésion avec un produit, c'est-à-dire propre, et on emmène l'enfant au niveau des urgences pour une prise en charge médicale. Si l'enfant avale un caustique ou un produit, donc il faut arrêter l'alimentation parentérale, ne rien lui donner à manger. Ne pas le faire exactement, ni avaler, ni vomir, ni rien du tout. On a tendance à faire ça avec exactement, pour faire sortir le produit. Alors malheureusement, c'est un mauvais geste. Si c'est-à-dire on fait vomir l'enfant, donc on risque de la remontée du produit et il y aura une aggravation de la lésion. Et le tapoter sur le dos, c'est... Non, c'est si par exemple il inhale un produit dur, c'est-à-dire une cacahuète, et donc si l'enfant respire, donc on lui demande de tousser pour faire sortir le produit. Si l'enfant ne respire pas, il y a donc une manœuvre, on l'appelle en français manœuvre de Heimlich. Donc c'est une manœuvre, on tapote le dos, on essaye de faire sortir, tout dépend de l'âge, de faire sortir le produit. Et il ne faut pas oublier d'appeler les secours pour la prise en charge adéquate. Donc docteur, il faut une vigilance accrue et continuelle tout le temps. Alors, il ne faut pas lâcher prise, jamais lâcher prise. Alors, il y a un point essentiel. Donc, on peut vivre normalement. Ça ne veut pas dire prévention, ça veut dire un stress continuel, vigilance. Non, première des choses, créer un environnement sain. Déjà, ça diminue le stress. Partager les tâches et partager la responsabilité. Déjà, ça diminue le stress sur la maman et sur le papa. Et même sur l'enfant. Donc, si on partage les tâches, il y a moins de stress. La maman, elle aura le temps de faire sa cuisine, de préparer le repas. Et j'invite les mamans à être simples. Le mois de Ramadan, c'est un mois de prière, de solidarité. Ce n'est pas un mois pour préparer une grande quantité de repas. Donc, c'est vrai, on aime faire plaisir à toute la famille, mais il faut être raisonnable. Il y a autre chose à faire pendant le mois de Ramadan que la cuisine et la préparation de repas. Et donc, il faut donner un moment de détente à cet enfant. Il ne faut pas le négliger. D'accord? Donc, il faut le laisser jouer. Jouer, créer une activité parentale ensemble.
Donc avec ça, créer une activité, et si c'est possible, c'est le mois de Ramadan, c'est le mois de prière. Donc, lui réciter la vie de Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, le faire aimer Ramadan. Donc, tout ça. Un manque de temps aussi. Certes, un manque de temps, mais même avec le manque de temps, on peut gérer la situation si on veut. Si on veut, on peut gérer la situation. Être simple dans la préparation, surveiller l'enfant, créer un environnement sain, partager les tâches. Et donc, on aura le temps de faire tout ça. Faire la prière, préparer, garder l'enfant, l'éduquer, le sensibiliser. Et donc, tout ça, c'est des gestes très simples. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Oui. Mais lorsque l'accident survient, c'est toute la famille qui est touchée. Mais donc, on ne peut pas les éviter à 100% ces accidents-là. Malheureusement, malgré la vigilance, malheureusement, rien n'est sûr dans la vie. D'accord? Mais plus de 90%, comme j'avais dit, sont des accidents évitables. Donc, c'est notre comportement qui crée l'accident. Si on perd une petite vigilance, si tu vois, la cuisine, c'est interdit pour l'enfant. Il n'a rien à faire dans la cuisine. Ça, c'est un point essentiel. Quand la maman est dans la cuisine, la maman elle est dans la cuisine, l'enfant il a tendance à suivre sa maman et à jouer autour d'elle. Il veut savoir qu'est-ce qu'elle est en train de préparer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les odeurs qui l'attirent. C'est tout à fait normal, c'est un enfant. Et donc, lui expliquer que la cuisine elle est interdite, mais il ne faut pas seulement l'interdiction, l'occuper par autre chose. C'est une manière de prévenir l'accident. Des fois, ils échappent aussi à notre surveillance, les enfants. Mais c'est... Quand on est occupé à préparer. Quand on est occupé, certes, quand on est occupé à préparer, c'est le rôle du papa. Si on est dans la cuisine, on n'a pas un autre choix. Donc on doit préparer. D'accord? Donc c'est le rôle du papa. C'est pas d'aider la famille, d'aider sa femme, c'est de partager la responsabilité partage des tâches et vivre une journée de Ramadan, une journée joyeuse, sans stress, sans accident. Il faut rappeler que des fois ça se termine en drame aussi. Exactement. Si l'accident survient pendant le mois de Ramadan, où l'enfant il est victime, il sera hospitalisé, la maman sera hospitalisée avec l'enfant, le papa il va se retrouver avec ses autres enfants au niveau c'est-à-dire dans la maison, et il sera perdu entre la famille, entre les enfants, le travail, l'enfant qui est hospitalisé. Pourquoi arriver à cette situation? Qu'on peut éviter cette situation. Mais des fois, à force d'angoisser aussi, on tombe dans la paranoïa, non? C'est pas une angoisse, c'est un rythme de vie calme, tout simplement. C'est pas une angoisse. C'est-à-dire, il faut pas croire que la prévention, c'est une angoisse. Au contraire, la prévention, c'est une joie, c'est un partage, c'est une sensibilisation, c'est un mode de vie sain, tout simplement. Rien d'autre. Oui. Jusqu'à quel âge on peut lâcher prise pour ces enfants? Et donc, on ne peut pas lâcher prise. Jamais. Ça peut arriver. Mais l'accident, au fur et à mesure, lorsqu'on grandit, l'enfant, il est conscient, il est plus conscient, il est plus vigilant, c'est-à-dire il devient au fur et à mesure autonome. Il connaît les risques aussi. Exactement, autonome. Mais il ne faut pas oublier que les risques d'accident domestique, c'est des cours qui sont enseignés au niveau de l'école. Donc, il y a le rôle de l'enseignant, il y a le rôle de l'école, il y a le rôle de l'éducation, c'est important. L'éducation. Il ne faut pas oublier aussi, maintenant, il y a quand même l'Internet, il y a d'autres moyens de communication. Donc, il aura l'information un peu partout. Même son comportement, il sera moins dangereux au niveau de la maison. Donc, il va faire d'autres types d'accidents. C'est des accidents de loisirs. Justement, donc, de 14 à 16 ans, quel genre d'accident? Alors, les accidents, il y a deux types d'accidents. Il y a les accidents domestiques et il y a les accidents qui se produisent en dehors de la maison. Donc, l'enfant en grandissant, donc il va sortir dans la rue. Il y aura d'autres types d'accidents. Il va sortir de son petit cocon, la maison. Donc, il sera aussi victime, mais d'autres types d'accidents. Donc, c'est des accidents de la route, c'est des accidents de loisirs, de sport, de l'école. Et donc, les accidents, ils nous entourent finalement. Il faut les identifier. Ils nous entourent. Ils n'attendent que qu'on échappe à la surveillance, tout simplement. Donc, c'est ça, docteur, le mot d'ordre, surveillance. Le mot d'ordre, c'est que la prévention, c'est un trésor. Il y a
aucun moyen de traiter l'accident, il n'y a aucun moyen, sauf la prévention, la sensibilisation, l'éducation des parents, première position, parce qu'en éduquant les parents, on éduque aussi l'enfant. Et donc l'éducation, la sensibilisation, l'identification des risques et pratiquement j'ai bien dit l'identification des risques et vivre dans un environnement sain. C'est le meilleur moyen pour éviter les accidents. Il n'y a aucun autre traitement ou aucune autre solution miracle. Donc, et quand l'accident est là, systématiquement... Donc l'accident est là, pratiquement si l'accident survient, il y a des accidents qui sont minimes. Donc, il est qu'on peut gérer à la maison, mais des fois, l'accident, lorsqu'il est grave, il n'y a aucun autre moyen, c'est de partir aux urgences et prendre en considération que l'enfant, il pourra avoir des conséquences et des lésions et des séquelles compliquées. Et la prise en charge sera longue, voire même à toute la vie. Hein. Et même des fois, il peut perdre la vie suite à un accident domestique. Il ne faut pas oublier que les accidents domestiques, c'est la première cause de mortalité chez l'enfant de 0,4 ans. D'accord ? Oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Et donc, il ne faut pas négliger que les accidents domestiques, c'est un problème de santé. Il faut sensibiliser, il faut créer un environnement sain pour votre enfant. Il faut gérer la situation, il faut gérer l'événement, il faut diminuer votre stress, identifier les risques, sécuriser votre maison et passer le mois de Ramadan en joie, en paix et faire la prière et que Dieu, Inch'Allah, Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine.